Une équation différentielle, c'est une équation qui contient les dérivées d'une fonction, sa dérivée première ou sa dérivée seconde, les deux, ou plus. Et on s'intéresse par exemple à la chute d'un corps, puisque dans la chute d'un corps, avec une accélération constante, l'accélération est constante, c'est une équation différentielle. Donc dans un premier temps, je vais négliger la résistance de l'air. Je vais noter x la position sur un axe vertical, la vitesse, les dérivées de la position, donc la vitesse je vais la noter x', et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, et je vais la noter, donc c'est la dérivée seconde de la position, x secondes. Lors de la chute, l'accélération est constante, elle est égale à g égale 9,81 mètres par seconde carré. Donc j'ai pris x axe vertical vers le haut, hein, l'objet va être lâché à la position 10 mètres, et je vais regarder sa vitesse, donc sa vitesse elle va être vers le bas, donc négative, et l'accélération elle est vers le bas, donc négative. Alors l'équation différentielle c'est la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces est égale à la masse par l'accélération. La force c'est mg, et la masse par l'accélération, c'est mx secondes. Donc x secondes égale moins g, enfin égale g, et g étant à moins 9,81. Alors, résoudre cette équation en mathématiques, c'est très simple, puisqu'on a x secondes égale moins 9,81, j'intègre une fois, j'obtiens x' égale moins 9,81 fois le temps t plus une constante d'intégration c1, j'intègre deux fois, la primitive de t c'est t carré sur 2, donc x égale moins 9,81 divisé par 2 fois t carré plus c1 fois t plus c2. C1 et c2, deux constantes d'intégration. En physique, eh bien, je calcule ces constantes d'intégration avec les conditions initiales. Je lâche un objet sans vitesse initiale, donc la vitesse est nulle à l'instant t égale 0, et avec une position initiale de 10 mètres de haut, donc x de 0 est égal à 10. Si je remplace dans les deux équations que j'ai là, je vois que la vitesse, que C1 c'est la vitesse à l'instant initial, donc 0, et que C2 c'est la position initiale, donc 10. Finalement, mon équation différentielle a pour solution x égale moins 9,81 divisé par 2 fois t carré plus 10. Et quant à la vitesse, la vitesse c'est moins 9,81 fois t. Alors, à quel moment mon objet va toucher le sol? Eh bien, il touchera le sol lorsque x sera égal à 0. Et si je remplace x égale 0 dans cette équation, j'obtiens donc que l'objet touche le sol au temps t égale moins 1,4278 secondes. Et si je remplace dans l'équation de la vitesse ce temps t, j'obtiens la vitesse à laquelle l'objet va heurter le sol, 14 mètres par seconde. Alors, ce que j'ai écrit en bleu, c'est la résolution mathématique de l'équation. Mais on ne sait pas toujours résoudre mathématiquement cette équation. Donc ce que je vais faire, c'est simuler cette équation, déjà sur une équation que je sais résoudre mathématiquement, pour comparer la qualité de ma simulation et les résultats que je devrais obtenir. Et puis après, je vais passer sur des équations que je ne sais pas résoudre mathématiquement. Alors, pour simuler l'équation différentielle, je vais faire plusieurs colonnes dans un tableur. Là. Voilà mon tableur et voilà les colonnes. La première colonne, c'est le temps t. Et j'ai des paramètres ici. L'accélération, moins 9,81, donc je la reprécise ici. En rouge, j'ai mis ici des données que je donne au départ. Hein. Le temps, l'incrément de temps. Donc je fais une simulation, donc j'incrémente mon temps et je recalcule à chaque fois, ligne par ligne. Donc par exemple, l'incrément de temps, c'est 0,1 seconde. Ensuite, le temps est égal à 0, et puis vous voyez que j'incrémente de 0,1 seconde, 0,2, 0,3, etc. Donc ça, c'est le temps t qui évolue. Et il s'incrémente à chaque fois de cette quantité-là. Alors, avec un tableur, hein, je ne vais pas ici, le but, c'est pas de vous apprendre à utiliser le tableur. Mais bon, c'est simple d'incrémenter ici. X, je pars de la position 10, c'est une donnée initiale, donc je l'ai mis en rouge. La vitesse, au départ, elle est 0, c'est une donnée initiale, je l'ai mis en rouge aussi.
Et dans cette colonne-là, je mets dx. Alors dx, on sait que v, c'est dx sur dt. Donc dx, c'est v fois dt. Ok, donc je prends cette vitesse v et je la multiplie par dt qui est ici. Et j'obtiens 0. Bon, je dirais, la position x n'a pas varié au cours de 0,1 première seconde. Bon, a priori, c'est faux. Mais c'est faux, mais c'est la simulation. Vous allez voir que ça va évoluer. Donc le dx qui est là, je le rajoute au x qui était là. 10 plus 0 égale 10. Ok. La vitesse v, c'est la vitesse qu'il y avait précédemment, plus l'accélération fois dt, puisque dv sur dt, c'est l'accélération. Donc v plus dv, je vais écrire là, v plus dv, bah dv, c'est l'accélération g fois dt. Et puis je rajoute ensuite ce dv à la vitesse v. Donc je rajoute ici cette petite vitesse, et cette fois-ci dx, la vitesse n'est plus nulle, et le dx cette fois-ci n'est plus nul. Et pareil, je rajoute à la ligne suivante 10 plus cette valeur-là, et cette fois-ci la position x a varié. Et puis la vitesse aussi, elle continue à évoluer de façon linéaire, on le verra tout à l'heure. Et le dx continue d'évoluer aussi au fur et à mesure que la vitesse évolue. Bon, en gros, ici, une fois que j'ai fait, disons, cette ligne-là, eh bien, j'ai plus qu'à la recopier vers le bas pour obtenir tous les chiffres qui sont là. On sait résoudre cette équation avec les mathématiques en résolvant l'équation différentielle. La vitesse v, c'est moins 9,81 fois t. Donc, je peux comparer la vitesse v que j'ai calculée ici à la vitesse v que je calcule réellement en physique, donc la bonne vitesse. Par exemple, ici, vous voyez que ici, la vitesse v, moins 9,81, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc la vitesse v, elle est correcte dans tous les cas, parce que l'équation est relativement simple. La position x, là aussi, je peux la calculer mathématiquement, puisque j'ai résolu l'équation différentielle. Par exemple, ici, la position x, elle est égale à 9,95. Et ici, vous voyez que la position x, elle est égale à 10. Elle n'a pas évolué. À cause du dx est égal à 0. Donc, on a fait une erreur. Et l'erreur, elle est ici. Et si je regarde ici l'erreur entre la position calculée avec les équations de la physique et la position calculée avec la simulation, on voit qu'ici, je fais une erreur qui est croissante et qui atteint 0,68. Ce qui fait que sur 10 mètres de distance, eh bien, si je ne prends que 0,1 seconde en incrément de dt, je fais quand même une erreur de 68 cm. Alors évidemment, si je veux diminuer cette erreur, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diminuer l'intervalle de temps dt. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que quand est-ce que x devient négatif? Il devient négatif ici. Donc entre 1,4 et 1,5 secondes. Alors, en gros, je peux dire que l'objet a mis 1,4 secondes pour chuter. Voilà le temps calculé physiquement, le temps qui est juste, et voilà le temps lié à la simulation. On a 2% d'écart. Voilà la vitesse qui est juste, et voilà la vitesse liée à la simulation. On a aussi un écart, il est visible. Donc qu'est-ce que je vais faire pour diminuer cet écart? Ici, on a dit qu'on va diviser le temps, par exemple, par 10. Alors, si je regarde ici, voilà, mon objet touche le sol ici, parce que ici, la vitesse devient négative. Donc, je peux dire que, en gros, c'est 1,43 secondes, entre 1,43 et 1,44 où il a touché le sol, et une vitesse de l'ordre de 14,02 à 14,12
mètres par seconde. Les chiffres que j'ai répertoriés ici. Et vous voyez qu'ici, on se rapproche quand même fortement des résultats de la physique avec un centième de seconde. Donc, j'ai recalculé avec un centième de seconde. Et puis, j'ai fait quand même pas mal de colonnes, donc je peux encore diviser le dt par 10. Et là, cette fois-ci, on se rapproche vraiment très très proche des chiffres. L'erreur maxi sur la position, elle est de 0,007 mètres. Ce qui nous fait 7 mm. 7 mm sur 10 mètres. 7 mm, c'est presque un centimètre. Donc, vous pourrez essayer de diviser encore. Et là, cette fois-ci, l'erreur maxi sur la position, elle est... Oui, alors ce que je vois ici, c'est... ça marche plus. Alors pourquoi ça marche plus? Regardons. Si je descends tout en bas, avec mon tableur, j'ai fait 1467 lignes. Et donc ici, quand est-ce que la position devient négative? Eh bien, jamais. Eh bien oui, j'ai pas assez de lignes sur le tableur. Alors, je pourrais rajouter des lignes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer à un programme Python qui va faire exactement la même chose. Alors, je décris le programme en quelques mots. Donc, alors en Python, je code en 2.7. Hein. C'est une vieille habitude. Mais bon, vous pouvez coder en version 3, ça reviendra au même. Alors, je fixe un dt, mais que je vais modifier par la suite. Je fixe l'accélération à -9,81. Je fixe la position initiale à 10. Je mets la vitesse initiale à 0, le dv à 0, le x à 10, le dx à 0. Et je vais tester, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer les équations de la simulation et je vais les répéter tant que x sera positif, c'est-à-dire tant que l'objet n'aura pas touché le sol. Mais dès que l'objet touche le sol, je sors de la boucle while et à ce moment-là, je renvoie la vitesse que je viens de calculer et le temps, c'est-à-dire le temps où l'objet a touché le sol. Donc quand x devient négatif, eh bien, je sors de la boucle et je renvoie ces valeurs. Alors, le x, je vais l'incrémenter de dx. Le v, je vais l'incrémenter de dv. Le dv, c'est l'accélération fois dt. L'accélération g, c'est dv sur dt. Et le dx, c'est v fois dt, puisque la vitesse, c'est dx sur dt. Donc ça, c'est, je me suis servi des relations fondamentales et en aucun cas de la résolution mathématique de l'équation. Quant au dt, le temps t, j'additionne dt à chaque fois. Voyez. Alors ce que je vais faire, c'est que le dt, je vais d'abord lui donner dt, je vais d'abord faire 10 puissance moins 0, non moins 1, moi je ne sais plus, puis moins 2, moins 3, moins 4, c'est-à-dire lançons le résultat, lançons la simulation, ça va être plus clair, voilà. Ah, ça va très vite. Alors les résultats corrects que j'ai calculés là, la vitesse à laquelle on heurte le sol, vous voyez le résultat correct avec plein de chiffres en virgule. Maintenant le temps de chute qui est égal à racine, alors là j'ai une erreur, hein, c'est racine de 2h divisé par g, et pas, petite erreur, et qui est égal à 1,44278 secondes. Alors, si je prends un dt égale 1, j'ai une vitesse finale de moins 29 au lieu de moins 14, donc totalement à côté de la plaque et un temps de chute de 4 secondes. Donc si je prends un dt qui est trop court, trop long, une seconde, c'est n'importe quoi. Si je prends un dixième de seconde, donc je fais, alors je vais faire combien de calculs? Comme le temps de chute c'est de 1,4 secondes, eh bien je vais faire un peu plus d'une dizaine de calculs.
Là, le temps de chute, je le trouve égal à 1,6, c'est la vitesse de moins 14,7. Maintenant, si je prends le centième de seconde, donc je vais faire environ 140 calculs. Je me rapproche de la... On voit que ça tend peu à peu vers une solution, hein, un peu en mode asymptotique. Donc moins 14 mètres par seconde et puis un temps de chute de 1,45. Si je prends un millième, donc cette fois-ci je fais 1000 et quelques calculs, on obtient moins 14,01, c'est-à-dire finalement un chiffre relativement bon, et 1,43, on se rapproche très fortement du résultat que j'ai pu calculer théoriquement. Maintenant, je peux continuer. Et vous voyez ici, je prends un 10 millième. Et puis, alors allons carrément jusqu'au bout. Là, je prends une microseconde. Une microseconde, vitesse finale, regardez les chiffres, ils sont bons jusque là. Voilà. Et le temps de chute, il est bon jusque 78,4. Il est bon jusque là. Donc on a une excellente précision. Et je pourrais continuer, mais le problème c'est que ne serait-ce qu'avec une microseconde, c'est-à-dire 1 million de calculs par seconde, puisque le temps de chute est de 1,42 secondes, j'ai fait 1,4 million de calculs. Et avec 10-7, cette fois-ci, avec 10 millions de calculs par seconde, j'ai fait 14 millions de calculs. Donc ça peut devenir très très long. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que je vais peut-être additionner les erreurs. Des petites erreurs qui s'accumulent à chaque calcul et qui vont finir par me donner un résultat qui va être peut-être aberrant. Donc pour des raisons de temps et puis pour des raisons de cumul d'erreurs, il ne faut pas aller trop loin non plus sur le DT. Voilà. Donc on a vu comment résoudre cette équation différentielle avec les équations de base. Maintenant, je reprends donc ici, la vitesse évolue selon une droite, c'est l'équation V égale moins 9,81 fois t, et puis la position x en fonction du temps, bien c'est une parabole, puisque x est proportionnel à t carré, donc si je dessine x en fonction de t, j'obtiens une parabole. Maintenant, imaginons que je tienne compte du frottement de l'air. Alors, les mathématiciens aiment bien que le frottement de l'air soit proportionnel à la vitesse parce qu'ils savent encore résoudre l'équation. Eh oui, puisque je vais avoir une équation différentielle avec du x seconde, du x' et du x. Super, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Donc on sait résoudre. C'est compliqué, mais on sait résoudre. Et voilà ce que j'obtiens. Vous avez vu la vitesse ici qui va tendre vers une limite. Et ici, on a une forme parabolique, mais à partir d'un certain moment, eh bien, x, lorsque la vitesse va devenir constante, eh bien, on va être non plus sur une parabole, mais sur un bout de droite. C'est-à-dire, c'est le parachutiste qui tombe et qui arrive à une vitesse constante, eh bien, il chute à vitesse constante, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, il parcourt la même distance. C'est une droite. Alors ça, on sait résoudre mathématiquement. Maintenant, passons à une équation différentielle que je ne sais pas résoudre mathématiquement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais si je fais la vitesse proportionnelle à v carré, ça s'appelle un frottement visqueux. Et c'est déjà plus réaliste que le frottement proportionnel à la vitesse. Alors, je peux calculer très facilement la vitesse obtenue au maximum, c'est-à-dire il suffit simplement que j'applique la relation fondamentale de la dynamique et que je dise que la force de frottement doit être égale à l'accélération à la force de pesanteur. Donc mg égale alpha v carré. Et dans ce cas-là, je peux, en fonction du coefficient alpha, trouver la vitesse à laquelle que je vais atteindre au maximum.
c'est-à-dire la vitesse du parachutiste, au maximum. Voilà, donc au départ, il n'y a pas de frottement, ça chute, la vitesse augmente très très vite, et puis plus il y a des frottements, et peu à peu, on se dirige vers une vitesse maximum, qui est de l'ordre de moins 7 mètres par seconde, donc on descend à 7 mètres par seconde. Au début, on est sur une parabole, parce que le frottement a peu d'influence, il est proportionnel à la vitesse au carré, et la vitesse, au début, il n'y en a quasiment pas. Donc il n'y a pas de frottement, et on retrouve la chute libre sans frottement, au début. Mais quand la vitesse ici atteint une limite, eh bien on trouve une équation qui est une droite. Alors maintenant comparons, vitesse au carré ou proportionnelle à la vitesse. Voilà la courbe proportionnelle à la vitesse, voilà la courbe proportionnelle à la vitesse au carré. Alors je peux pas, ici sur X on voit pas trop la différence, mais sur la vitesse on voit la différence. Ici vous avez un peu plus de courbure ici, en proportionnel au carré ici. Donc ici, je disais, c'est une équation différentielle qui est plus proche de la réalité. Alors là, je n'ai pas fait de simulation mathématique parce que je ne sais pas la faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le temps. Alors, on va repartir du début. Le temps ici, 0, 0,1, 0,2, 0,02, 0,03, etc. Le temps s'incrémente. La position X, pareil, elle s'incrémente. La vitesse V, pareil, ça s'incrémente. L'accélération, vous savez que V, je dois faire V plus dV. Et dV, c'est l'accélération fois dt. Mais l'accélération, elle change cette fois-ci. Elle n'est plus égale toujours à moins 9,80, mais elle est égale à moins 9,80 plus alpha V carré. Le alpha V carré, c'est le alpha, le V, c'est la colonne précédente. Donc, je suis obligé de faire une colonne accélération ici. Et puis le dx est ici. Et puis, bis repetita, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le x incrémente de dx qui est là. On va prendre une colonne ici au hasard. Le x qui est là, c'est la position précédente plus le dx qui est là. La vitesse v, c'est la vitesse précédente plus l'accélération qui est là fois dt qui est ici. Et donc je recalcule la vitesse, après je recalcule mon dx. Le dx est toujours v fois dt. Alors la vitesse v, elle est ici, fois dt qui est ici. Voilà. Et donc je fais cette simulation. Si je mets ici, donc là après je peux jouer sur l'incrément de temps, et ces équations là j'aurais très bien pu les programmer sur Python pour augmenter ici augmenter la précision de mon calcul, mais bon, mon calcul est déjà pas mal précis en prenant 1 centième de seconde. Donc vous imaginez que vous recalculez la position tous les centièmes de seconde. Sinon en Python, il suffirait de rajouter, faire varier l'accélération ici, donc rajouter une ligne dans Python. Voilà comment résoudre l'équation différentielle, les équations différentielles, sans utiliser les mathématiques.